Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF avec un invité que nous sommes ravis de recevoir, qui est Pierre Bédier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental des Yvelines. Vous êtes aussi le président de LR, Yvelines. Donc il y a deux casquettes et on aura deux parties dans cette émission. On va parler du territoire et puis on va parler un peu de politique nationale avec Stéphane Monceau, professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Ça va bien ? Très bien, merci Patrice. Et Anne-Charlène Bézina, vous êtes maître de conférence à l'Université de Rouen et à Sciences Po. Bonsoir Patrice. Et donc on va parler ensemble. Alors, on va commencer par les Yvelines. Je vous ai une question. Comment vont les Yvelines ? Plutôt bien. Et donc les Yvelinois peuvent être rassurés, leur département est bien géré, ce qui n'est pas évident par les temps qui courent, parce qu'on a une explosion des dépenses sociales que nous maîtrisons dans notre département, sans rentrer dans le détail. Nous avons de jolis projets, en particulier un projet de fusion avec le département voisin des Hauts-de-Seine pour créer une dynamique économique plus favorable à l'emploi, même si l'emploi se porte plutôt bien dans le département. J'ai vu que les dotations de l'État avaient baissé, je crois, de 90% depuis 2013, c'est ça ? Ça a été abominable. En 3 ans, l'État qui nous versait 150 millions d'euros par an, soit approximativement 15% de notre budget. En 3 ans, 1 milliard... On a un budget, alors pour que vos téléspectateurs comprennent, un budget d'une collectivité, il y a deux parties. Il y a une partie qui est le fonctionnement, nous c'est 1 milliard d'euros, donc on paye pour le compte de l'État les dépenses sociales, on finance avec ça tout ce qui est quotidien, donc au propre fonctionnement, 15% consacré à nos salariés, c'est notre masse salariale, et on a un budget d'investissement, et le budget d'investissement est nourri par l'excédent du budget de fonctionnement. C'est un peu compliqué à faire, donc il faut dépenser le moins possible pour pouvoir investir le plus possible. C'est ce qu'on fait dans les Yvelines. Et comme nous avions la fiscalité la plus basse, l'endettement le plus bas et l'investissement le plus haut, on a considéré que nous étions de mauvais élèves et qu'il fallait donc nous sanctionner. C'est ça, mieux on gère, je ne plaisante pas. C'est absurde, c'est absurde. Ouais. J'ai jamais vu un système aussi débile. Et donc ça nous a obligés à augmenter nos impôts fortement, même si la part départementale est, en 2016, faible. Donc on l'a fait en 2016. Et je voudrais baisser ces impôts. Mais j'ai une interrogation, puisque l'État me dit qu'il va me supprimer cet impôt. Et donc si je le baisse avant qu'il ne me le supprime, la dotation qu'il me donnera à ce moment-là sera calculée sur mon impôt à la baisse. Donc, voilà, ce sont certes entre guillemets, des soucis de riches, mais c'est quand même assez contrariant. C'est quoi, le 7e département ? Non, le 7e département le plus riche, je crois. Oui, enfin, le plus riche ou le moins pauvre, parce qu'aujourd'hui, ça devient difficile. C'est un département, surtout retenons, si vous le voulez bien, qu'il est plutôt bien géré, puisque le fonctionnement est totalement maîtrisé. On a par exemple des dépenses de personnel qui baissent, malgré des points indiciaires qui augmentent. Ça veut donc dire que on essaye de faire plus avec plutôt moins de personnel. Et on a un investissement record. Et les dépenses sociales augmentent parce que vous êtes gestionnaire notamment du RSA. On les maîtrise pas. Les mineurs non accompagnés, c'est une monstruosité, puisque au titre de notre mission de protection de l'enfance, on récupère des mineurs qui ne sont pas souvent des mineurs. C'est ça la vérité. Il y a maintenant des filières qui traversent l'Afrique pour nous amener des adultes en réalité qui se font passer pour des mineurs parce qu'ils ont très bien compris que quand on est mineur, on n'est pas expulsable. Et donc nous avons à gérer ça, et c'est par exemple la première année, ça a été plus de 10 millions d'euros tout d'un coup qu'il faut trouver pour régler ces problèmes. Donc nous ne maîtrisons pas nos dépenses sociales. Alors, on arrive à les maîtriser en essayant de gérer le plus possible. Sur les mineurs non accompagnés, on a avec les associations une gestion très rigoureuse pour justement avoir la certitude que ce sont des mineurs, mais les décisions législatives nous contraignent. Et donc il faut jongler avec tout ça. Vous qui êtes un partisan, et puis je vous laisse la parole après, de la décentralisation, vous êtes battu pour la décentralisation. Comment alors, vous pensez que l'État ne joue pas le jeu ? Oui, je confirme. Et je pense qu'il le joue de moins en moins. Et je pense qu'une des faiblesses d'Emmanuel Macron, qui est par ailleurs quelqu'un de très intelligent, qui a fait de très brillantes études et une très belle carrière, est de ne pas avoir connu la France par le petit bout de la lorgnette qui est la commune. Tous les élus qui ont eu à gérer une commune, un département, une région,
connaissent mieux le territoire, ils savent l'importance de la décentralisation. C'est généralement plus intelligent et plus efficace. Alors après, il y a des élus qui sont des crétins, il y a des élus qui font mal, donc il faut un contrôle, il faut encadrer. Mais les collectivités, contrairement à ce que pense le pouvoir et la haute fonction publique, ne sont pas le problème, mais la solution. Stéphane Monson, sur ce sujet de la gestion des finances publiques. La gestion des finances locales. C'est compliqué. Enfin, c'est ce que M. Bédier posait à l'instant. C'est compliqué pour les élus locaux, pour les exécutifs locaux, évidemment, sans jouer sur la pression fiscale locale, c'est compliqué. Alors on joue sur les économies, mais je trouve de manière générale que les collectivités territoriales, beaucoup de collectivités territoriales n'ont, pendant des années, pas joué le jeu de l'économie des deniers publics, celle du moins qui le pouvait. Je pense notamment à la masse salariale, où on avait, avec ce magnifique cumul des mandats, des élus locaux qui, dans leur commune, embauché à tour de bras, et à l'Assemblée ou au Sénat fustigeait l'État qui ne cessait, lui, d'embaucher et de créer de la dépense publique. Donc c'est rude, c'est vrai, voire même très rude pour beaucoup de collectivités, mais il n'y a pas de raison que les collectivités territoriales ne participent pas, elles aussi, à l'effort que l'État, que la nation dans son ensemble doit consentir. C'est peut-être un peu strict, un peu caricatural, mais cette disette, pour certaines collectivités locales, c'est parfois une véritable disette. Elle a sonné, j'ai l'impression, pour certains élus locaux, comme une prise de conscience, qu'il fallait quand même faire attention à cela. On en parlait tout à l'heure, il y a ce glissement vieillesse-technicité qui est un truc complètement fou. C'est-à-dire que vous avez la même masse salariale, mais elle augmente. Vous n'embauchez pas, vous avez le même volume, le même nombre d'agents publics, mais parce que ces agents publics vieillissent et sont de plus en plus qualifiés, c'est à peu près 3-4%. Et encore, je suis dans les planchers par an. Voilà un exemple. Il y a l'État qui n'a cessé, depuis en gros le début des années 2000, de se décharger sur les collectivités territoriales d'un certain nombre de compétences qu'il ne voulait plus lui-même exercer et que les collectivités locales n'ont pas demandé. Si je parle à M. Bédier des routes, je pense que c'est pour lui une préoccupation majeure. 2003-2004, je ne sais plus, 16 000 kilomètres de routes nationales qui basculent dans le patrimoine, en pleine propriété des départements. Les départements n'ont jamais rien demandé. Cette voirie, il faut l'entretenir, ce sont des coûts considérables. On parle de décentralisation. La décentralisation, c'est parfois une manière pour l'État de refiler aux collectivités locales le RSA. C'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on a c'est ça. On a l'impression que la décentralisation, parce qu'on en parle de la décentralisation, il y a eu les lois de fer, qui étaient importantes dans les années 80. Il y a une volonté quand même de décentralisation comme ça exprimée. Dans les faits, c'est ça. On a l'impression que c'est l'État qui se décharge et qui paye moins de choses. Gaston Defferre et Jean-Pierre Raffarin qui ont porté chacun à leur tour les grandes étapes de la décentralisation à l'initiative des présidents Mitterrand et Chirac. Eux étaient de vrais décentralisateurs. Et en réalité, aujourd'hui, je vous rejoins. C'était des maires. Oui, parce qu'ils avaient été maires, quelquefois présidents de conseils départementaux ou régionaux. En fait, on est dans un État aujourd'hui qui a décentralisé la dépense et recentralisé la décision. Et ça ne peut pas marcher. Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, il y a eu des fautes de gestion, des élus qui ont cru qu'il fallait construire un très bel hôtel de département. Nous, dans les Yvelines, on a gardé nos vieux murs. On n'a pas fait de dépenses inutiles. Tout ça, je l'entends. Mais c'est vrai que l'État ne nous a pas facilité les choses. Je vais vous donner un exemple, parce que j'ai eu à le vivre. 2005, la loi sur le handicap décide un cadre très intelligent. C'est qu'on va fusionner les services de l'État et du département qui s'occupent de handicap. Et on va créer la maison du handicap. C'est génial. Et on va y apporter nos personnels. Sinon que l'État avait prévu dans la loi que les personnels de l'État pouvaient faire valoir une option. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas obligés de suivre ce mouvement et qu'ils pouvaient rester dans leur administration d'origine. Moralité, à la maison du handicap des Yvelines, une dizaine de fonctionnaires d'État ne sont pas venus
Il nous a donc fallu recruter. Je rassure quand même les téléspectateurs, nous avons recruté 3 personnes. Donc c'est globalement plus productif, mais il y a quand même 10 personnes dont je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. En tout cas, ils ne sont pas une économie. Anne-Charlène, là-dessus, non ? Moi, c'est plutôt la voix des collectivités territoriales que j'ai envie de porter. Et c'est vrai que je pense que les erreurs de gestion, on ne peut pas les nier, mais j'ai le sentiment un petit peu que la dernière décennie est un peu celle de la double peine pour les collectivités territoriales, puisqu'on a à la fois une recentralisation que moi je trouve réelle de la dépense également, puisqu'on a quand même cette contractualisation qui font que les collectivités territoriales sont obligées de participer à un effort alors même qu'elles ne choisissent pas, elles n'ont pas la compétence de leurs compétences, donc on leur délègue sans finalement, je crois que vous nous l'avez confirmé, leur donner les moyens financiers de gérer cela. Donc il y a une recentralisation de la dépense et une recentralisation aussi fiscale. On parle de l'autonomie financière des collectivités territoriales dans la Constitution. C'est une valeur à laquelle les lois de décentralisation, la constitutionnalisation de la décentralisation a été très attachée. Et pourtant, moi, je crois qu'on l'a réduit à peau de chagrin, puisque finalement, j'aurais aimé avoir votre point de vue sur cette baisse de la fiscalité locale. Comment est-ce qu'on peut encore arriver à être autonome de ces ressources, alors même qu'en plus, les dépenses ne font que s'accroître et qu'on est aussi obligé de les contrôler. Sur quel levier vous pouvez agir et comment ça se passe ? Chère madame, vous parlez d'or. Et c'est dramatique, parce que c'est déresponsabilisant. Oui. Ça n'incite pas à être un bon gestionnaire. Je déjeunais ce midi avec un entrepreneur qui me disait, dans telle ville, on pourrait créer des centaines d'emplois, il faudrait donc que vous convainquiez le maire, dans le cadre d'une procédure d'urbanisme, d'accueillir des mètres carrés de bureaux. Et je lui disais, mais dites-vous bien que le maire, il a équilibré son opération d'urbanisme. Les mètres carrés de bureaux vont lui rapporter 0. Alors que s'il construit du logement, certes, il y a des charges parce qu'il faut créer des équipements publics, etc. Mais ça va lui rapporter de la charge foncière, c'est-à-dire la vente des terrains va être plus élevée, ce qui permet d'équilibrer le budget. Et ensuite, les impôts seront là pour la commune. Donc c'est absurde. On est dans un système où... Je crois qu'il y a un manque de lucidité. Et ce qui est terrible, moi qui est plutôt au démarrage, j'ai voté au 2e tour pour Emmanuel Macron, pas au premier, mais bon, j'avais plutôt envie qu'il réussisse. Cette idée d'avoir supprimé la taxe d'habitation, les bras m'en tombent encore. Ça va avoir un effet boule de neige qui est terrible, puisque du coup, le dernier impôt qui reste au département, la taxe foncière, qui est déjà insuffisante, puisque comme on n'a que cette marge de manœuvre, quand on a des difficultés, on est obligé de l'augmenter. Alors, le taux d'augmentation dans les Yvelines, il rentrera dans le livre des records, et j'imagine que la campagne électorale, on me le rappellera matin, midi et soir. C'est en valeur absolue, c'est pas grand-chose, mais en pourcentage, c'est énorme. Mais on était obligé de faire ça, puisqu'on n'en a pas d'autre. Nous n'avons aucun autre levier. Et là, la taxe foncière perçue par les départements, on parle de la remettre aux communes pour remplacer la taxe d'habitation, et donc là, on n'a plus rien du tout. C'est-à-dire que nous serons dans un système, alors c'est pour les départements complètement débile, puisque nous ne maîtriserons plus nos recettes, et nous ne maîtriserons pas nos dépenses. Et nous avons, nous, une règle d'or que l'État n'a pas, nos budgets doivent être à l'équilibre. À l'équilibre réel, autrement, oui, c'est très grave, c'est du pénal. Oui, puis ça peut être du pénal. Donc, mais mon Dieu. Et alors qu'encore une fois, je le redis avec force, la décentralisation, c'est la solution, parce que, on l'a vu au moment de la crise des Gilets jaunes, pardonnez-moi si je passe des grands principes à de l'action politique. L'importance de la proximité, c'est d'abord un cri d'angoisse de personnes qui sont en difficulté, qui n'ont plus d'interlocuteurs. On parlait d'emploi dans les collectivités. J'ai regardé de très près. Et effectivement, la fonction publique territoriale a augmenté de 300 000 postes. Ces 300 000 postes représentent les intercommunalités. C'est-à-dire ce qui a été créé dans un volontarisme exacerbé de la part de l'État. Alors, que les maires aient mal géré, qu'ils aient recruté là où il fallut mutualiser, sans doute. Mais on a créé une dynamique qui n'est pas bonne et qui a encore éloigné. Je lisais récemment dans la presse écrite yvelinoise que dans un congrès de maires ruraux, ils se plaignaient de ne plus être écoutés. En réalité, qu'ils soient ruraux ou urbains, les maires ne sont plus écoutés. Et on bâtit des espèces de cathédrales technocratiques qui n'ont pas de sens. Il faut revenir à des principes de base et donc au terrain. Alors justement, vous abordez ce problème, c'est celui du millefeuille, ce qu'on appelle le millefeuille administratif. C'est-à-dire qu'en effet, il y a les communes, il y a les communautés de communes, il y a les départements, il y a la région. Est-ce qu'il n'y a pas des échelons en trop, quoi ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des économies, justement, en supprimant des échelons ? Les départements.
Oui. Peut-être de départ. Et lequel? Oui, on parlera de la fusion que vous entendez mener après. Mais... Moi, je ne suis pas départementaliste pour le plaisir d'être départementaliste. S'il faut supprimer le département, si après un débat sensé, on décide de supprimer le département, pourquoi pas? En réalité, moi, je pense que toutes ces étapes ont été créées parce qu'elles répondent à une nécessité. Ce à quoi on n'a pas pensé, c'est au coût qu'elles allaient générer. Et donc, il faut les emboîter les unes dans les autres. Il y avait un truc qui était super, très intelligent, qu'on a supprimé d'un trait de plume, c'était le conseiller territorial. Le conseiller territorial, alors certes, c'était une idée de Nicolas Sarkozy, mais même si on n'aime pas Nicolas Sarkozy, il a quand même le droit d'avoir des bonnes idées. Ça consistait à dire... Le conseiller départemental et le conseiller régional, c'est les mêmes. Donc, ils siègent tantôt en conseil départemental, tantôt en conseil régional. Et la conséquence de ça, qu'est-ce que ça aurait été dans le temps? Géré par les élus, donc avec toujours le souci de bien servir les populations, c'eût été une fusion de nos administrations. Et je pense qu'une des économies très simples à faire, M. Macron en cherche, on recrée le conseiller territorial. Vous trouvez sur le millefeuille administratif... millefeuille, c'est-à-dire cet étalage de compétences, c'est vrai qu'on pourrait peut-être envisager de simplifier ça quand même, parce que là il y a des... Et on voit pas très bien qui fait quoi, en plus les gens se perdent, on ne connaissent pas les compétences des uns et des autres. Qui est à l'origine des échecs, qui est à l'origine des réussites. Bon, enfin réussite c'est tout le monde, échec c'est personne, en règle générale en période électorale, mais la question du millefeuille elle est classique, elle est ancienne, mais on a ajouté sans jamais rien supprimer, si vous voulez. Alors, et il faut toujours se méfier quand les gouvernements ou les législateurs, quels qu'ils soient, disent on va simplifier. C'est là qu'il faut être très vigilant. Parce qu'en général, oui, l'intercommunalité, elle est là pour simplifier, mais elle vient se stratifier sur des communes qui, globalement, ne disparaissent pas, même s'il n'y a jamais eu aussi peu, il y en a 35 000, un peu plus. Oui. Mais on est enfin sous la barre des 37 000 qu'on n'était pas parvenu à atteindre depuis des décennies. Oui, c'est pas. On dit souvent, il y a trop de communes en France. Il y a sans doute, en milieu rural, surtout. Et là, le rôle du département est crucial. Important. Ouais. Bon. Les Yvelines sont partiellement, au moins un département rural, c'est intéressant de vous entendre là-dessus. Quoi qu'il vient d'y avoir des assises de la ruralité, justement, où vous avez... Alors, j'entends, c'est par exemple une des politiques qui peut être mise en œuvre et que l'État aurait dû essayer de mettre en œuvre et que nous, avec nos moyens, on essaye de mettre en œuvre, c'est les fusions de communes. Oui. Dans le département des Yvelines, 4 communes ont fusionné pour n'en faire que 2. Et je pense qu'on n'est qu'au début du mouvement. Le département va beaucoup accompagner, c'est-à-dire on donne une prime à la fusion, parce que on reste dans de la proximité, c'est-à-dire c'est toujours un maire. Alors en zone rurale, moi je crois, en zone rurale, pas tant à la fusion, alors pour le coup là à l'intercommunalité, mais une intercommunalité à la carte. Ce qui était autrefois, on appelait ça les CIVOM, c'était des syndicats à vocation multiple. C'était le personnel des communes qui gérait ces CIVOM. Ça leur permettait de faire des heures sup et donc d'être un peu mieux payés. Ça coûtait moins cher que des titulaires. Les élus choisissaient eux-mêmes les thèmes qu'ils allaient mutualiser. Qui une piscine, qui un gymnase, qui un hôtel d'entreprise. Enfin, il y avait vraiment des choses intelligentes. Parce qu'en zone rurale, vous avez raison, c'est moins dense, mais c'est plus loin. Et c'est plus loin. Ouais. Il y a les distances. Et je pense donc qu'on ne peut pas avoir des communes pour arriver à avoir un minimum d'habitants. Quelquefois, il faudrait faire des communes de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Ouais. C'est la difficulté. D'où cette intercommunalité à la carte. Et moi, je crois beaucoup à la liberté. Alors, je comprends qu'au moment de la grande loi municipale, au début de la Troisième République, le rôle de l'État était encore très important. Quel était le profil général du maire? C'était généralement un agriculteur. Il ne savait pas forcément très bien lire et écrire ni compter. Bon, il a fallu que les hussards de la République... Les instituteurs étaient souvent les secrétaires généraux de mairie. Et donc le préfet était là pour surveiller. Aujourd'hui, on voit bien... que la qualité des maires a suivi l'évolution de l'enseignement, madame et monsieur les enseignants. Et donc la qualité a considérablement augmenté. Vous avez même quelquefois des élus dont le niveau de diplôme est supérieur à leur contrôleur, et en particulier dans les Yvelines. Donc
donnons de la liberté, permettons la convention entre collectivités, on trouvera des solutions. La nécessité de l'économie, ça, elle est absolue. Qu'on nous donne des objectifs d'économie, oui, mais ayons un peu d'intelligence. Par exemple, moi, le 1,0, on nous a imposé de ne pas augmenter notre budget de fonctionnement de plus de 1,2%. Mais moi, j'aurais bien signé à 0%. Je ne demandais à l'État qu'une seule chose, c'est que dans ce cas-là, il retire de la base du calcul tout ce qu'il nous impose. Oui. C'est-à-dire les hausses de dépenses sociales, quand il décide d'augmenter le RSA, quand il décide d'augmenter la PAC, quand il décide d'augmenter la grille indiciaire de la fonction publique, qu'est-ce qu'on y peut? On n'y peut rien. Donc à 0%, là, vous étiez gagnant. À 0%, nous, on était gagnants parce que je pense qu'on peut faire des économies. On peut être à 0%, on peut être même en dessous. Mais il ne faut pas qu'on mette dans la base les décisions de l'État. Alors, on est dans une région, l'Île-de-France, qui est une région particulière, qui n'est pas forcément une unité formidable. Et vous avez, un projet, enfin, je ne sais pas où vous en êtes exactement, qui est celui de la fusion entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Évidemment, si ce projet se réalise, c'est un mauvais coup pour la région, non ? Oh, pas du tout. Enfin, c'est pas du tout l'état d'esprit. La région doit devenir la métropole, de mon point de vue. Parce qu'on a créé la région, on a créé ce truc qui s'appelle la métropole, dont personne ne comprend très bien comment ça marche, pour qui, quels sont ses moyens, budget 60 millions d'euros. 60 millions d'euros. Alors, 60 millions d'euros, ça paraît beaucoup. Pour une région de 12 millions d'habitants, on ne fait pas grand-chose avec 60 millions d'euros. C'est même pas 1 kilomètre d'autoroute. Donc, cette métropole ne sert à rien. Je milite pour que la région devienne une région métropolitaine. Quelle est cette fonction de coordination de toutes les politiques publiques locales sur le territoire. Mais je dis bien une fonction de coordination, parce que si c'est une fonction hiérarchique, ça ne marchera pas. C'est 12 millions d'habitants, c'est presque la moyenne des États européens. Oui. Donc il faut, avec la région, des outils puissants qui puissent prendre en charge un certain nombre de thématiques. L'Ouest parisien, c'est son histoire, est l'endroit où on crée le plus de richesses dans le département des Yvelines, dans la région parisienne. Et j'ajouterais que la politique anti-voiture de Paris finit par se transformer en politique anti-entreprise et que donc nous voyons un double mouvement. Des entreprises qui viennent. Le Brexit qui nous amène des entreprises et Paris qui nous les envoie. Donc c'est très bon pour nous. Et nous, Patrick Devedjian et moi, nos deux majorités, nous avons toujours mis au fronton de nos politiques, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, nous avons toujours mis au fronton de nos politiques deux principes, le développement économique pour accroître le gâteau et la maîtrise du fonctionnement pour ne pas le consommer dans des dépenses superfétatoires. Donc, en fusionnant ensemble, nous serons plus puissants. Et j'ajouterais, si vous me laissez encore 20 secondes, que pour le département des Yvelines, c'est absolument indispensable dans la mesure où il y a un phénomène sociologique, géographique, historique qui est en train de se produire, qui est ce qu'on appelle la métropolisation. Nous sommes dans une société où on est passé en quelques milliers d'années de territoires immenses pour produire un peu de richesse à un système qui, sur des petits territoires, produit immensément de richesse. Et c'est ce qui crée ce phénomène de métropolisation. Et donc, les Hauts-de-Seine sont mieux placés que nous pour favoriser, pour porter le développement économique. Et donc, en nous associant avec les Hauts-de-Seine, nous, on leur apporte une profondeur stratégique, on leur apporte un poumon vert, on leur apporte des villes magnifiques qui permettent aux gens qui travaillent dans les entreprises qui sont dans les Hauts-de-Seine. On habite très peu à la Défense. La Défense, qui est à 1,5 km de Paris, les habitants, enfin les travailleurs de la Défense viennent vivre dans les Yvelines. Donc c'est cette complémentarité au service du développement économique que nous voulons servir par cette fusion. Alors on va se tourner vers les juristes, ils vont vous dire mais on peut pas. Tant que l'État ne veut pas, on ne peut pas. Ils ont raison. Ça, c'est sûr. Tant que l'État ne veut pas, on ne peut pas, mais juridiquement, en tout cas, on peut. En effet, c'est même incité par la législation depuis 2010, avec cette possibilité donc d'avoir des formes d'entente, on va dire, interdépartementales, voire même interrégionales, puisque on pense que ce qui va dans le sens d'une économie de moyens, ou en tout cas dans le sens d'une plus grande fusion entre strates, justement, et toujours dans l'intérêt du législateur. Néanmoins, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de reproduire une forme de métropole lyonnaise, c'est-à-dire essayer de devenir plus gros pour finalement avaler toujours un petit peu plus gros? Et est-ce que c'est productif? Est-ce que dans l'avenir, la cohabitation avec d'autres échelons va être possible, gérable? Très sincèrement, on ne cherche pas à grossir plus, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fusionné les deux départements, on entend rester des départements. On n'aspire pas à aller récupérer des pouvoirs métropolitains.
on veut respecter les communes, on veut avoir avec la région une relation qui soit tout à fait constructive. Donc c'est vraiment la complémentarité de nos territoires nous est apparue tellement évidente qu'au moment où il y avait tous ces projets de redécoupage de la région parisienne, qu'on a voulu imposer notre vision. Parce que la vision initiale, elle était terrible pour les Yvelines. La vision initiale consistait à dire la métropole, c'est d'ailleurs le cas de la métropole qu'ils ont créée, c'est Paris et les 3 départements de la petite couronne. Qu'est-ce qu'on est, nous? Des Pouilleux? Des va-nu-pieds? Enfin, c'est vrai, oui, et pourquoi on n'est pas dedans? Parce qu'on est, pareil, dans ce cas-là, ouais. on n'était plus parisiens ni des provinciaux. Ni des provinciaux. On était Ouais. des banlieusards. Ce qui est quand même Oui. la pire des choses. Donc, on Il est un s'est peu exclu dit, de la chose, oui, c'est ça. 2 territoires avec les mêmes principes de gestion, les mêmes objectifs. Et j'ai envie de dire historiques. C'est-à-dire que depuis que nos 2 départements existent, nos 2 départements ont toujours porté ces politiques-là. Donc elles sont vraiment inscrites dans nos gènes. Et nos complémentarités territoriales vont jusqu'à la superficie. Intégré à l'espace yvelinois bien plus vaste, il est 12 fois plus vaste que l'espace alto-séquanais, ne coûte rien. Si on était 2 départements très vastes, etc., ça serait un peu plus... Les économies d'échelle seraient plus compliquées à faire. Mais là, il y a vraiment une complémentarité de gestion, complémentarité territoriale, les mêmes équipements. Comme Paris, la région parisienne a été organisée en radiale. Toutes les routes qui traversent les Yvelines vont dans les Hauts-de-Seine. Et toutes les routes qui traversent les Hauts-de-Seine, enfin la plus grande partie des routes qui traversent les Hauts-de-Seine vont dans les Yvelines. C'est vrai pour le ferroviaire, c'est vrai pour l'autoroutier, c'est bien entendu vrai pour le fleuve, puisque nous avons la Seine en partage. Donc tout ça militait pour cette rencontre. Et puis à l'époque, on parle d'économie. Il y a quand même des élus. Oui, non, c'est pour ça que il y a quand même des élus qui ont le courage de dire il y avait 2 présidents. Ouais. Là, il n'y aurait plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un. Donc, bah oui, c'est une économie. Alors, pour une économie gigantesque, hein, c'est 4 000 euros par mois d'économiser. Mais ça fait 50 000 euros à la fin de l'année. Les vice-présidents, il y en a 13 dans les Hauts-de-Seine, 12 dans les Yvelines. Les 25 deviennent 15. Donc, 10 postes de vice-présidents économisés. Donc, alors... Très honnêtement, je pense que c'est pas le salaire des élus c'est pas ça, qui est en train de rare, ruiner la République. Généralement, quand des élus font mais c'est quand même courageux que des élus dont on dit toujours qu'ils pensent qu'à eux, disent, on pense vraiment, on est complètement dans l'intérêt général, et cet intérêt général passe par la disparition de postes. Alors, où on en est? Qui est pour? Qui est contre? Et qu'est-ce qui peut se passer? Alors, il y a eu une assez forte opposition d'une entité au ministère de l'Intérieur qui s'appelle la Direction Générale des Collectivités Locales, qui est un État dans l'État, bien connu de vous, dont il semblerait qu'elle ait infléchi sa ligne, et les plus hautes autorités de l'État, je ne suis pas autorisé à parler en leur nom, bien entendu, mais regarde de façon plus positive cette proposition. Donc nous avons rencontré, ça n'est pas un secret, Madame la ministre des collectivités locales, et nous sommes en train on est rentré dans une discussion un peu concrète et terre à terre, qui ne va jamais assez vite pour nous. C'est-à-dire, le délai que vous souhaiteriez, c'est quoi? Pour nous, il faut que cette affaire soit tranchée à la fin de l'année, parce que ce qu'on ne voudrait surtout pas, c'est être obligé, puisque comme vous l'avez excellemment dit, professeur, il faut que l'État le veuille, mais si l'État ne le veut pas, étant entendu que nos 2 assemblées ont voté dans les termes prévus par la loi, nous serons obligés d'aller faire trancher par un tribunal administratif. Ce qui serait stupide, parce qu'il vaut mieux que ce soit quelque chose de voulu et de volontaire. Sur quoi le tribunal? Sur la, pourquoi sur la légalité de notre point de vue, moi, devant des juristes éminents, je vais essayer d'être prudent, mais non, mais il peut vous conseiller. Alors, on est trop cher. Oui, mais comme on y tient beaucoup, on peut toujours discuter. C'est un délai non raisonnable. Nous n'avons pas de réponse. Oui. Or, il y a quand même la notion de délai raisonnable. Il nous faut une réponse. Est-ce que il y a un pôle qui est important aussi, c'est Paris-Saclay. Vous le laissez de côté? Pas du tout. Paris-Saclay. Parce que c'est quelque chose, alors pour le coup, économiquement, scientifiquement... Je vais être provocateur. Ouais. Je pense que l'État français a commis une erreur. Je lance ma bombe. A commis une erreur avec Saclay. Je pense que la grande université, à l'échelle mondiale, que la France devait créer, elle avait déjà un nom. Et ce nom, il était connu dans le monde entier. Ça s'appelle le Quartier Latin. Et je pense qu'avoir, élu de grande couronne,
Je dis qu'il fallait maintenir les étudiants... Recentralisateur, là. Les étudiants au centre de Paris, de par l'attractivité de Paris. Paris est une ville étudiante. J'ai été, moi, il y a bien longtemps, étudiant. J'allais sur le plateau de Saclay pour les matchs de rugby face à Polytechnique, pour les matchs de rugby face à HEC. On restait pas le soir, puisque le rugby a une tradition qui est celle de la troisième mi-temps. Oui. On allait faire notre troisième mi-temps à Paris. Ouais. La vie pour les étudiants... Si vous êtes déjà allé, cher Patrice, sur le plateau de Saclay, pardonnez-moi de vous dire que c'est pas une destination très sexy. Alors je sais bien que les élèves sont faits pour étudier. Ça change un peu. Bon, je pense qu'on aura beaucoup de mal à faire rivaliser, le plateau de Saclay avec le quartier latin. Ouais. Hein, je suis convaincu. Bon, il existe. Donc nous allons continuer à travailler sur ce plateau de Saclay, et bien entendu les moyens importants nés de la fusion de nos deux départements, serviront aussi bien pour la partie yvelinoise de l'opération d'intérêt national, qui se situe principalement sur Satori, le quartier de Satori à Versailles, et pour lequel nous faisons des efforts déjà conséquents, puisque, vous l'avez sans doute lu, le département, tout seul comme un grand, va consacrer près de 70 millions d'euros à la construction d'un outil exceptionnel pour l'école des mines, qui aura 3 laboratoires de recherche, et qui sont, l'école des mines et ses laboratoires de recherche sont dans les classements internationaux particulièrement bien placés, et qui seront donc dans le cadre de ce Paris-Saclay, qui seront sur le territoire yvelinois, certes, mais dans la dynamique de Paris-Saclay. Sur cet étudiant, peut-être une question, vous avez parlé de la proximité tout à l'heure. Est-ce que ce genre d'hyper-initiative, que ce soit des établissements publics qui fusionnent comme dans Paris-Saclay ou des départements qui fusionnent comme dans le projet yvelinois et des Hauts-de-Seine, est-ce que finalement on ne perd pas la proximité quand on devient des superstructures, et est-ce que cette ère de la superstructure n'est pas un peu en train de détruire nos proximités ? C'est un risque. Et c'est pourquoi nous avons créé les outils pour ne pas tomber dans ce piège, qui sont encore imparfaits. Les élus font rarement leur autocritique, j'en conviens, mais je pense que c'est pas un gros mot, autocritique. Moi, j'ai créé dans le département des Yvelines ce qu'on appelle les territoires d'action départementale, pour que justement on soit pas obligé, comme moi je reproche à l'État de nous faire passer par Paris pour avoir des décisions, il faut que les Yvelinois soient pas obligés de passer par Versailles pour avoir des décisions. Et c'est vrai que nous avons du mal à faire fonctionner cet échelon des territoires d'action départementaux. Alors on arrive à faire de la proximité dans le secteur social, beaucoup moins dans l'autre métier qui est le nôtre, qui est celui de l'aménagement et du DEVECO. Donc on a à faire ce travail-là, parce qu'autrement, il y a effectivement ce risque. Mais à un moment où on va justement avoir une région métropole, parce que je pense que tout le monde maintenant en convient, dans les discussions que je peux avoir, de toute façon, il y a quand même besoin d'avoir des outils puissants à côté de la région métropole, et qui soit relativement accessible. C'est plus simple, en d'autres termes, pour un maire dans les Yvelines, il y en a 262, de rencontrer le président du conseil départemental. C'est plus compliqué pour ma collègue présidente de région, qui a plus d'1 millier de maires. Moi, à la limite, je peux en voir un par jour ouvrable. Elle peut faire la même chose, et dans tout son mandat, pas chaque année. Donc, on est quand même, vous avez raison, il y a un risque, nous l'avons mesuré. On a créé aussi un autre outil qui s'appelle Engineering, qui est une aide, alors on ne les voit pas nous directement, mais une aide aux maires ruraux, c'est-à-dire le département finance ce que faisait autrefois l'État, à travers les directions départementales de l'équipement. On est conseiller de ces communes. Donc, votre question est totalement pertinente, c'est le risque. Mais nous essayons de nous prévenir de ce risque. Très bien. En dehors des fonctions nationales que vous avez exercées, ministre et député, dans les fonctions, les autres fonctions, laquelle vous avez préféré, maire ou maire, c'était en premier. C'est là qu'on voit le plus ce qu'on fait, quoi. Oui. Moi, j'ai été élu un certain nombre de fois, trop pour mes adversaires, heureusement pas assez pour mes partenaires. Le jour où j'ai été élu maire de Mantes-la-Jolie, j'ai ressenti, alors ça va vous paraître très cucu, j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas que de la joie. Quand j'ai été élu député, j'étais content, j'avais gagné. D'émotion, ah oui, là il y avait de la gravité. De la gravité. Oui, parce que tout d'un coup, vous êtes, et après dans la fonction de maire, vous faites des trucs
quand vous allez annoncer à une gentille dame que son mari qui était parti pêcher, on n'a pas retrouvé, on a retrouvé le canot mais pas le mari. Vous recevez des parents qui ont perdu un enfant dans un accident à un carrefour dans votre ville. C'est des moments terribles, difficiles, poignants, mais ça crée des relations exceptionnelles avec les habitants. Quand vous les recroisez après, vous avez noué, et quand, comme moi, on habite la ville dans laquelle on est élu, c'est un sentiment formidable. C'est un sentiment de responsabilité, de gravité, et aussi pour les élus. On est élu parce qu'on aime aller vers les autres. On est élu parce qu'on aime régler des problèmes que les gens n'arrivent pas à régler eux-mêmes. Ce métier de maire, c'est vraiment d'une profondeur et d'une richesse exceptionnelle. Alors vous allez avoir une responsabilité, puisque l'une des raisons des Gilets jaunes, il y avait cette limitation de vitesse à 80 à l'heure. On voit qu'on peut repasser, c'est les présidents de département qui vont pouvoir décider si on repasse au 90. Vous y étiez plutôt favorable, me semble-t-il. Je vous confirme que j'ai jamais compris pourquoi on passait à 80 km/h. J'avais même dit que si on voulait qu'il n'y ait pas d'accident, il fallait passer à 0 km/h. On m'avait dit que j'étais un peu caricatural. Allez, j'en conviens, mais le raisonnement n'est pas totalement absurde. Alors, nous repasserons dans les Yvelines à 90 km/h dans quelques semaines ou quelques mois. J'ai demandé au service du département, en récupérant aussi les informations que voudra bien nous donner l'État, de vérifier les endroits très accidentogènes, où là, non seulement on maintiendra éventuellement les 80, et on descendra même s'il le faut. Moi, ça ne me choque pas qu'on descende à 70, 60, 30 même dans certaines portions de routes départementales, si la sécurité des usagers en dépend. Mais, alors je sais, on m'explique que 10 km/h, c'est quand on pile, c'est 13 mètres, bon, mais la voiture est dangereuse, on le sait bien. Les statistiques sont pas très en grande couronne, et puis en grande couronne, il faut comprendre une chose, nous ne pouvons pas développer un réseau de transport en commun pour tout le monde. Donc il faut bien que les gens puissent se servir de leur voiture, et il ne faut pas que la voiture soit perçue tantôt comme une vache à lait par les pouvoirs publics, tantôt comme une arme de destruction massive. C'est d'abord un outil de liberté et un outil utile. Alors, pardon. Une question là-dessus, est-ce que vous êtes favorable justement à ces politiques d'expérimentation? Parce qu'on sent que justement vous maîtrisez un petit peu le caractère accidentogène de certains coins que le législateur, lui, dans son optique de généralité, ne peut pas connaître. Et donc, est-ce que c'est peut-être l'avenir de cette décentralisation de donner plus de droits à l'expérimentation? Et le président du conseil départemental des Yvelines n'a pas donné son avis sur le conseil départemental du Val d'Oise. Parce que je connais pas, on le connaît pas finement. Et dans ce que vous dites est d'autant plus important que lorsque nous déciderons les endroits accidentogènes, je demanderai au service du département de travailler avec chaque conseiller départemental, parce que c'est pas le président du conseil départemental, je me promène un peu partout dans les Yvelines, mais j'ai pas la prétention d'en connaître toutes les routes. Donc chaque conseiller départemental donnera son avis sur les propositions qui sont faites par nos services. Donc on va vraiment essayer de faire du fin. Et ça, c'est notre expérimentation. Donc je suis pas sûr que les départements voisins fonctionnent de la même façon. La liberté, un peu de liberté. Ce pays souffre d'un manque de liberté. Mais on a quand même cette tradition. Non, vous trouvez pas? Vous n'êtes pas d'accord? Il y a quand même cette tradition centralisatrice. Il faut que ça soit la même chose partout pour tout le monde, quand même. Non, les 80 km/h, moi, ça me gêne pas. Vous n'aimez pas la voiture? Non, j'aime pas la voiture. C'est vrai. Oui, c'est mais bon, mais si vous ne la prenez pas, c'est pas gênant, et je le comprends. Non, il faut pouvoir la prendre le moins possible, comme je le fais, et c'est parfois pas possible, notamment en zone rurale. Qui sont les 2 tiers du département. Mais c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez, 80 km/h, alors 10 km/h de moins, ça fait, bon, c'est pas très grave. La question, c'est, je pense, plus une espèce de... une mesure quand même super mal expliquée, justifiée par le gouvernement, par le Premier ministre, qui, du jour au lendemain est passé à ce truc-là, et on sait que la question est sensible. Bon. Oui. Et donc, vous avez la répression, parce que vous avez les radars. Bien sûr. Et donc, le nombre de gens qui se sont trouvés avec une facture, si les gilets jaunes s'en sont pris au radar, et s'en sont pris au péage d'autoroute, c'est pas le fruit du hasard. C'est pas bien quand même. Et vous avez... Ah ben, je vous dis pas que c'est bien. Je ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas bien du tout. Et vous avez peut-être raison aussi que cette idée qu'on restreint comme ça un peu notre liberté, enfin sur des choses où on nous en... Oui, peut-être, non. La vitesse a toujours été assimilée à la liberté. Oui.
Est-ce que Pas ça sûr. m'étonne? Moi, la liberté, elle est ailleurs. Mais vous avez raison, mon point de vue n'est pas représentatif. Peut-être que tu as raison. Je pense qu'avec la communication qui est allée autour de cela, il y a quelque chose qui donne un message répressif, qui finalement, du coup, ajoute à la colère. Alors que si on l'avait présenté comme une mesure de sécurité et de voilà, Vous voyez tellement de gens qui veulent faire notre bien, vous savez. N'est-ce pas? On peut peut-être passer à la politique nationale. Il y a une étude qui m'a paru assez intéressante de la Fondation pour l'innovation politique, qui montre alors le désaveu, la défiance à l'égard des partis, à l'égard des élus, à l'égard du Parlement, à l'égard des entreprises, à l'égard des institutions européennes. Enfin, Mais c'est une étude européenne, hein, Oui. Ah, c'est bien ça, hein. Ouais. Oui. C'est pas une étude nationale. nationale. Et en parallèle à ça, chez les jeunes notamment, il y a une sorte d'appel à des gouvernements plus autoritaires, qui pourraient se passer justement des délibérations, des consultations, des parlements. Vous l'avez lu peut-être, enfin cette étude. Comment vous l'appréhendez? C'est effrayant. Parce que ça veut dire que la démocratie, c'est pas quelque chose qui est de toute éternité, quoi. Moi, j'ai quelques souvenirs de ma première année de droit et de cette formule que je cite souvent, le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou. Ouais. Donc, c'est très dangereux des systèmes où il n'y ait pas de contre-pouvoir. La démocratie, c'est le système des contre-pouvoirs. Alors, moi qui suis président d'un exécutif, il y a des fois je râle parce que je trouve que on en fait trop pour ces contre-pouvoirs et que ça retarde les projets, c'est difficile, etc. Mais enfin, je préfère ça qu'un système où il n'y ait pas de contre-pouvoir. C'était Churchill, je crois, qui disait que la démocratie est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Enfin, au moins, on peut parler librement. Là, je reviens. La semaine dernière, j'étais en Chine parce qu'on essaye de trouver des axes de coopération avec nos amis chinois du Sud, dans une grande ville qui est à la pointe de l'innovation chinoise. Justement, Huawei est né chez eux. Alors bon, on en parle beaucoup en ce moment. Oui. Vous pouvez pas parler politique en Chine. Non. Vos interlocuteurs ont un sourire très distant, pas toujours amusé, et on fait autre chose. Y compris à l'université. On peut pas parler. Oui, partout. On peut pas parler à l'université. On essayait d'aller sur Wikipédia pour trouver des informations. Impossible. Oui, l'Internet est contrôlé. Oui. Tout est contrôlé. Et encore plus maintenant expliqué parce qu'on s'approche du 20e anniversaire du massacre de Tiananmen. Ou 30e, c'était en 89. Tiananmen, c'était en 89. Donc là, oui, il y a toujours des... Au moins en France, alors certes, les projets vont pas assez vite, certes, l'État est pas parfait, certes, l'État est trop centralisateur, etc. Mais enfin, si je m'installe à une terrasse de bistrot et qu'en buvant mon café, je discute avec mon voisin en lui disant on est gouverné par des âmes, je me retrouve pas dans je me retrouve pas dans une géole. Et ça, c'est précieux. Vous avez été surpris, non, par cette étude justement, cet appel peut-être à quelque chose, à un régime. On a l'impression que la démocratie, elle est là pour toujours. On avait cette impression-là, et c'est peut-être pas vrai. Moi, surprise, oui et non. Sur le côté de la défiance, il y a les écrits de Pierre-Rosan Vallon, notamment, qui nous montrent qu'on est vraiment depuis longtemps sur la défiance des institutions, rentré dans une société de la critique plutôt que de la construction, la destruction plus que la construction. Ça fait un peu partie de ces nouvelles générations. Néanmoins, sur la présence d'un gouvernement plus autoritaire comme une solution, oui, je crois que là, c'est encore plus alarmant qu'alarmiste. Et moi, ce que je voudrais peut-être apporter comme touche, c'est que je pense qu'il y a une forme de... Vous pouvez peut-être nous confirmer ce point de vue en tant que président d'un exécutif où on a le sentiment aussi que justement il y a un pouvoir de décision très fort, que finalement il y a une politique aussi de déresponsabilisation de la plupart de nos élus en nous disant finalement on ne peut pas gouverner parce que le Parlement est très lent, l'Union européenne nous impose beaucoup de choses, mais n'a-t-on pas finalement beaucoup plus de liberté à cet égard-là, en tout cas qu'on nous le laisse croire? Est-ce que ces processus sont finalement à ce point-là aussi handicapants? Moi j'ai le sentiment en tout cas au niveau national que le partage entre l'exécutif et le législatif affaiblit beaucoup déjà le législatif et qu'on n'est pas du tout loin d'une société presque de primauté du pouvoir exécutif. Donc j'ai le sentiment qu'on nous donne un petit peu ce sentiment pour se déresponsabiliser. C'est très juste. Le paradoxe, effectivement, c'est que jamais le pouvoir n'a été aussi concentré.
Si je résumais ça d'une formule peut-être hâtive, mais qui résume ma pensée, Monsieur Macron a aujourd'hui plus de pouvoir que n'en avait Louis XIV, qui était pourtant ce qu'on appelle C'est ce que disait Angela Merkel. Elle disait, moi, je peux pas, j'ai pas le pouvoir de Monsieur Macron. Et Monsieur Macron, il est chef de l'État, il a donc la symbolique, il est chef de l'exécutif. Depuis, alors ça avait commencé avant M. Macron, soyons honnêtes, parce que ça a démarré avec le quinquennat en réalité. Quand vous avez vu se déplacer, lorsqu'il y a des discussions interministérielles, c'est pas forcément les ministres qui discutent, ce sont leurs collaborateurs. Et lorsqu'ils ne sont pas tombés d'accord, il faut bien que quelqu'un tranche. Donc ces réunions se tenaient depuis le début de la Ve République et depuis le début de la République à Matignon. Ben, ça a franchi la Seine avec Nicolas Sarkozy. Maintenant, c'est très. Ils ont même des collaborateurs communs, donc c'est quasi systématique. Le quinquennat change les choses aussi. Oui, parce que le quinquennat fait que vous avez une majorité Godillot automatiquement. Alors certes, il n'y a plus de cohabitation, mais la cohabitation n'avait, à mon avis, pas que des inconvénients. Et donc, oui, la réforme institutionnelle voulue c'était en 2001, Chirac, je crois. sous Chirac. Alors, c'était plus compliqué, parce qu'en fait... Non, ça a été voté, pardon. C'était Jospin. Oui. Jospin voulait le quinquennat, que Chirac ne voulait pas, mais quand une partie de la droite a rallié le quinquennat, Chirac a compris qu'il allait être minoritaire, et dans la perspective des présidentielles de 2002, s'est dit, faisons semblant d'être un co-organisateur plutôt que d'être celui qui perd la bataille. D'organiser les choses. C'était donc un souci purement tactique. Le président Chirac, pour en avoir parlé avec lui, était pas convaincu par le quinquennat, mais c'est effectivement sous sa présidence que ça a été voté. Sous son dernier septennat que la décision a été prise. Et vraiment, ça a changé le rythme. Alors, parce qu'après, il y a aussi la question du rythme. Je dis quelquefois sous forme de boutade, moi je suis pour le mandat unique à condition qu'il dure 30 ans. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut limiter, effectivement. Ça, j'entends, moi, qu'on veuille limiter. Il y a eu des projets de septennat non renouvelables. Et c'est valable pour les élus locaux. Je pense qu'il y a un moment où on n'est plus... Alors, pas naturellement dans la commune rurale où le maire, il est plus l'esclave de ses concitoyens qu'un vrai patron d'entreprise publique comme dans les communes de taille moyenne et supérieure. Mais ça, je peux l'entendre. Mais il faut aussi bien savoir qu'il faut une durée de mandat parce qu'il faut du temps pour pouvoir faire des choses. Nous, le mandat de 6 ans, il est déjà juste. Alors un mandat de 5 ans pour un président, c'est très compliqué. Ça va vite. Donc, en plus, il y a une campagne électorale qui arrive. Voilà, je suis pas sûr que les 5 ans servent à la démocratie et l'efficacité de la démocratie. C'est peut-être ça le réglage à faire. Il y a eu, dans le mouvement des Gilets jaunes, puisqu'on en parlait tout à l'heure, un appel justement, notamment au référendum, d'initiative citoyenne. Est-ce que, justement, au niveau local ou au niveau départemental, c'est une arme qui pourrait être utile ? Parce qu'au niveau national, on peut le. Oui. C'est compliqué à faire. J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr parce que bien souvent, on voit bien dans les procédures référendaires que c'est plutôt les contres qui se manifestent. Il y a des biais, c'est un peu compliqué. En plus, alors maintenant, je vois moi avec ce développement des infox. Sur les réseaux sociaux, etc., avoir un débat démocratique sain est de plus en plus compliqué. Donc, je peux pas dire non comme ça brutalement, mais je pense que c'est vraiment, oui, avec précaution. Là, j'adore le maire de Poissy, Carl Olive. Il fait un référendum dont la question est est-ce que vous êtes pour ou contre le maintien de la prison au centre de la ville de Poissy? Sans vouloir faire injure à Carl Olive, je crois connaître la réponse et même les proportions de la réponse. J'attends de savoir qui va voter pour, qui va voter oui, répondre oui à la question. Peut-être les prisonniers. Tout ça dépend de la question, dépend du sujet. C'est un peu compliqué. Oui. On parlait de la fragilité de la démocratie. On a inventé, les Anglais, ils n'ont pas fait que des mauvaises choses, outre le rugby, ils ont quand même inventé la démocratie, et la démocratie parlementaire. Et cette démocratie parlementaire, c'est quelque chose de très fragile et d'imparfait, parce que c'est une démocratie représentative. Et donc, vous n'élisez pas, vous choisissez pas vous-même, vous élisez des gens qui vont choisir pour vous. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une part de déception. Mais il n'y a pas 36 000 solutions. Je pense que c'est encore une fois, selon la définition de Churchill, la moins mauvaise des solutions. Et Stéphane est un défenseur de la démocratie représentative. Certainement, plus que jamais. Mais à l'échelon local, tout est en place, enfin communal, plus exactement. La loi, depuis au moins 92 et même avant,
mis à disposition des exécutifs locaux un arsenal assez impressionnant, qui est très peu utilisé, extrêmement peu utilisé. Ce qu'on appelle plus compliqué qu'on le... Ce qu'on appelle démocratie locale, en général, ça correspond pas à ça. Il y a les comités de quartier, conseils de quartier, etc. Mais en tout cas, j'y suis très défavorable à ce type de démocratie qui présente peut-être certains avantages, mais beaucoup plus de défauts, en tout cas, beaucoup plus de dangers. C'est difficile de projet aussi à long terme, là, pour le coup. Parlons alors au président, militant aussi, républicain. Surtout. Et au président donc des Yvelines, on voit dans les scrutins, on l'a vu avec l'élection de Macron, on le voit dans les élections européennes, quand même, il y a une sorte d'effondrement des deux partis qui ont gouverné la France depuis 60 ans, c'est-à-dire le Parti socialiste et les Républicains, qui étaient autrefois le RPR, etc., les gaullistes, les centristes. Ça pose un problème, non ? Ah oui, parce que c'est très très nouveau. En tout cas. Je connais pas encore la fin de l'histoire. C'est sûr que l'irruption de M. Macron a complètement mis à plat l'ancien système. Le problème, c'est que le nouveau système n'a pas encore fait ses preuves. Et que je trouve que, alors qu'on était plutôt bien parti sur l'élection européenne, me semblait-il, la pauvreté des débats des derniers jours est quand même assez consternante. C'est en gros voter Macron pour pas avoir Le Pen. Comme si le Parlement européen avait ce pouvoir. On prend les gens pour des ânes. D'abord, le Parlement européen a moins de pouvoir que le Parlement national, ce que les Français savent très bien. Et c'est d'ailleurs pourquoi leur vote au Parlement européen n'est pas le même que leur vote au... et l'abstention. Terrible abstention. Le Front National est déjà arrivé en tête une fois. Oui, la dernière fois. La dernière fois, il a fait 25%. Bon, donc même plus que ce que les sondages nous disent aujourd'hui. Bon, c'est dangereux. Je combattrai résolument, fortement et jusqu'à ma mort le Front National, dont je considère que c'est vraiment la pire des hypothèses pour la République. Mais ne nous cachons pas, c'est pas en appauvrissant le débat qu'on va recréer un nouvel élan démocratique. Est-ce qu'avec une droite républicaine à 14-15%, enfin à peu près, ça va pas relancer les gens qui vont dire il faut s'allier avec le Front National, avec le Rassemblement National? C'est clair, net et précis. Il n'y aura pas d'alliance avec le Front National. On ne l'a jamais voulu. Moi, toute ma vie politique a été, puisque je suis élu d'un territoire où vous l'avez fait baisser même. Oui, et puis moi je suis élu d'un territoire où j'ai été directement confronté au fait qu'ils allaient prendre le pouvoir. C'est ce qui m'a amené sur ce territoire et à m'engager sur ce territoire. Et donc, après, pour parler de ma famille politique, en réalité, nous sommes encore victimes d'un mantra stupide, donc deuxième autocritique, parce que je l'ai cru ce mantra aussi, qui était celui qui gagnera la primaire de la droite est le futur président de la République. Et quand vous avez, mais on s'est tous intoxiqués avec ça. Mais quand vous avez un mantra aussi bête, la politique, c'est pas une science exacte. Et les gens n'aiment pas être mis devant le fait accompli d'ailleurs. Et donc, on a fait une très mauvaise campagne. Les histoires de costumes, d'emplois fictifs n'ont rien arrangé, mais la campagne n'était pas bonne. On voyait bien qu'il y avait des lignes de fracture, que le rassemblement s'était pas fait. Donc cette droite, elle est en train de se reconstruire. Moi, je pense qu'on est encore loin d'être arrivé au bout du chemin, mais on n'est qu'au début du mandat. On a consommé que presque la moitié du mandat. Donc, moi, je crois que le pays... catastrophique le PS, déjà. Je crois que le pays a besoin de droite et qu'à un moment donné, l'électorat de droite qui choisit M. Macron, qui est un très grand communicant, qui les a convaincus qu'il avait fait des réformes que la droite n'aurait jamais voulu faire, on en reparlera au moment où, à la fin du marché, quand on comptera les bouses. C'est une expression paysanne, ça. Donc, bon, attendons. Pour le Parti socialiste, c'est autre chose. Je pense qu'il y a une vraie crise de la social-démocratie qui traversait le Parti socialiste depuis fort longtemps. Et en fait, M. Macron, c'est l'aile social-démocrate du parti qui, à un moment donné, ne tenait plus dans le Parti socialiste, qui avait en plus des règles, des règles de fonctionnement très comprimantes, etc. Donc, de mon point de vue, En Marche, et encore une fois, laissons un peu de temps, on veut commenter peut-être trop vite, En Marche a vocation à être le pôle social-démocrate d'un système démocratique où il y a un centre-gauche et un centre-droit qui alternent au pouvoir. C'est un accouchement
avec l'immense talent de M. Macron, qui a d'ailleurs su convaincre M. Bayrou de ne pas être candidat, alors que c'était ce coup-là ou jamais pour Bayrou, et il a empêché Hollande de l'être. Non, mais il y a du génie. Sur la situation de la droite ou de la situation politique, non? Ben, c'est dommageable. Enfin, c'est vrai qu'on a besoin, la vie démocratique a besoin de pôles, j'allais dire... Une droite et une gauche? Oui, j'allais dire fréquentables. Enfin, c'est un avis personnel. Je suis pas commentateur, je suis universitaire et citoyen. En tant qu'universitaire, ma parole est libre, et en tant que citoyen, c'est la même chose. Le Rassemblement national, pour moi, c'est infréquentable. La France insoumise, c'est infréquentable aussi. On a besoin d'un parti, les Républicains, et d'un parti socialiste qui s'appelle autrement, j'en sais rien. Alors, je suis assez de votre avis. Enfin, prédiction ou Je pensais que ça va un peu revenir. Ah ben, mais la recomposition, elle est lente. Mais, de toute façon, le pourrissement a été quand même très lent aussi. On le voyait venir de loin. Oui. Bon, et là, c'est bien. Ça a été une espèce de catharsis. Macron qui a, voilà, les cartes sont rebattues dans la douleur, mais ça n'est pas fait encore. Donc, il faut un peu laisser le temps que tout ça et puis que les citoyens s'expriment, et que tout ça se remette en place d'une manière différente. Ça n'est pas rien, quand même, ce qui est arrivé. Il ne reste même pas une minute. Pardon, vous vouliez intervenir? Peut-être un mot sur les primaires. Est-ce qu'à votre avis, elles sont peut-être la cause de tout ce mal? Oui. Je suis totalement... Si on fait des primaires, faisons des primaires fermées. Oui. Mais moi, j'ai vu de mes yeux des gens venir voter pour Alain Juppé aux primaires de la droite, alors que je savais pertinemment qu'ils n'étaient pas de gauche, et ils sont repartis aussi secs le lendemain pour soutenir Emmanuel Macron, une fois que ça n'a pas été Alain Juppé. Je ne leur reproche pas, ils ont joué un jeu normal. Si c'est ouvert, allons-y. En 20 secondes, parce que vous êtes... Au fond, le porte-parole d'une droite qui ne se cache pas, et vous avez fait baisser le Front National. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ça? Je me garderais bien de donner des leçons, mais je pense que quand on est soi-même, quand on explique ce que sont ses valeurs, ce que sont ses objectifs, on peut être mis en minorité, bien sûr, mais on peut aussi gagner. Il faut donc pas hésiter, faut pas courir après ni le Front National, ni que sais-je, faut affirmer tranquillement ce qu'on est. Nous sommes des conservateurs, pour moi c'est pas un gros mot, et nous avons donc une vision différente de la société que les sociodémocrates. Après, c'est un des bonheurs de la démocratie en République, nous sommes adversaires, nous ne sommes pas ennemis. C'est vrai, c'est la règle de la démocratie. Merci infiniment Pierre Bédier, merci beaucoup Stéphane Manson, merci beaucoup Anne-Charlène Bézina. Voilà, on n'a pas eu le temps d'aborder tous les problèmes, on n'a pas, notamment les Jeux Olympiques. Invitez-moi demain, allez, je vous fais la semaine. Merci beaucoup et très vite pour un nouveau numéro de PAF.